Salut à tous. L'accord qui soutient votre dollar a été conclu dans le secret. 1974. Un royaume du désert. Un secrétaire au Trésor américain avec une mallette. Dans des termes tellement embarrassants pour les deux camps qu'ils sont restés classifiés pendant plus de 40 ans. L'accord fonctionne encore en ce moment même. Et il y a 3 jours, quelque chose s'est produit dans une salle de bal d'hôtel à Miami Beach que tout le monde qualifie de gaffe diplomatique, mais que personne ne désigne pour ce que c'est réellement. La phrase la plus coûteuse jamais prononcée par un président américain en exercice, dans la politique à la Trump, même une relation de sécurité délicate doit être jouée comme un numéro de domination à micro ouvert. Je veux exposer exactement ce qui a été dit, exactement pourquoi cela compte et exactement ce que cela signifie pour l'argent dans votre poche. Mais une chose doit d'abord être comprise. La plupart des gens pensent que la force du dollar vient de la puissance militaire américaine ou de la taille de l'économie américaine ou simplement d'habitude. Le monde a toujours utilisé le dollar, alors il continue de l'utiliser. Tout cela est partiellement vrai. Rien de tout cela n'est la vraie réponse. La vraie réponse implique une poignée de main cachée dans un coffre du gouvernement jusqu'à ce qu'un journaliste poursuive le Trésor américain pour en obtenir la divulgation. Elle implique un pays qui, en ce moment même, tire des missiles à 3 millions de dollars pour protéger des bases militaires américaines sur son propre sol. Et elle implique un seul chiffre. Un chiffre tellement contre-intuitif que, quand je l'ai découvert pour la première fois, je me suis arrêté et je l'ai relu 2 fois. Ce chiffre, c'est 2,5%. Ce chiffre compte plus qu'il n'y paraît. Une fois entendu dans son contexte, tout le modèle mental expliquant pourquoi le dollar est la monnaie de réserve mondiale se déplace. Il ne vacille pas, il se déplace. Et une fois ce chiffre compris, ce qui s'est passé à Miami cesse d'être l'histoire d'un président à la bouche trop grande. Cela devient autre chose. C'est le problème d'une gouvernance à coup de fanfaronnade. Ça sonne fort pendant 10 secondes et ça coûte cher pendant 10 ans. Cela devient l'histoire d'une machine vieille de 50 ans dont l'opérateur vient de coincer une clé dans les engrenages en direct à la télévision, devant les gens qui ont construit la machine, dans le bâtiment, que ces mêmes gens ont payé. Et la clé tourne déjà. Le 27 mars 2026, lors d'une conférence à Miami Beach organisée et financée par le propre fonds souverain de l'Arabie Saoudite, le Public Investment Fund, le président des États-Unis a dit ceci dans un micro ouvert à propos de Mohammed Ben Salman. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, il ne pensait pas qu'il me lécherait le cul. Vraiment pas. Et maintenant, il doit être gentil avec moi. Dites-lui qu'il a intérêt à être gentil avec moi. La salle était remplie de gestionnaires de fortune saoudiens, d'investisseurs des États du Golfe et de dirigeants financiers mondiaux réunis sous le patronage saoudien. Le président a prononcé cette phrase sur une scène financée par l'Arabie Saoudite lors d'un événement organisé par l'Arabie Saoudite devant un public saoudien. Il a regardé les gens dont le gouvernement avait payé l'événement et leur a dit que leur dirigeant, lui, était subordonné. La majeure partie de la couverture médiatique a traité cela comme un autre moment Trump, une autre provocation, un autre extrait vidéo, là, aujourd'hui, oublié dans 72 heures. Ce cadrage est paresseux et il coûte aux gens leur capacité à comprendre ce qui arrive réellement à leur argent. Dans le scénario pro-Trump, on vend toujours le spectacle d'abord, puis on envoie la facture plus tard. L'histoire de surface ne suffit pas. Le contexte complet compte, parce que c'est seulement avec ce contexte que la structure sous-jacente devient visible. L'Arabie Saoudite en ce moment n'est pas assise confortablement dans un lointain état pétrolier à signer des chèques. L'Arabie Saoudite encaisse activement des frappes de missiles iraniens sur sa propre infrastructure. Cela se produit parce qu'elle a permis à des moyens militaires américains d'opérer depuis le sol saoudien pendant la campagne américano-israélienne contre l'Iran, commencée le 28 février 2026. L'Arabie Saoudite a choisi d'accueillir des opérations américaines. L'Iran a riposté directement contre des cibles saoudiennes. Et l'Arabie Saoudite tire maintenant des intercepteurs patriotes américains à 3 millions de dollars le missile pour protéger ses moyens militaires américains sur son propre territoire.
Il y a quelque chose d'absurde et de sombre dans le fait de risquer de vrais missiles dans un pays pendant que la mise en scène politique à Washington parle encore comme après un tour d'honneur sur une chaîne câblée. C'est pas une alliance hypothétique. C'est une situation de guerre réelle. Les soldats et les systèmes de défense des deux pays sont mêlés opérationnellement dans le même conflit en ce moment même. Et au milieu de tout cela, alors que leur système de défense aérienne tourne à plein régime, alors que leur infrastructure encaisse les frappes, alors que leur pays paie un prix militaire direct pour son partenariat avec les États-Unis, leur prince héritier a été décrit publiquement comme subordonné et personnellement humilié. Pas lors d'un appel privé, pas dans une note divulguée, mais dans un micro ouvert, en vidéo, dans une salle remplie de la communauté financière mondiale réunie sous le patronage de son propre gouvernement. Les médias d'État saoudiens ont largement couvert le FI Priority Summit. Al Arabiya Saudi Gazette, une couverture complète de la conférence. Ils n'ont pas mentionné les remarques. Pas de démenti, pas de contre-déclaration, pas de protestation diplomatique. Silence total. Le silence dans ce genre de situation, c'est souvent simplement la diplomatie qui refuse de répondre dans la langue qu'on vient de lui imposer. Ce silence a conduit presque tous ceux qui lisaient les nouvelles à commettre la même erreur. Ils l'ont entendu et ont supposé que la relation survivrait comme elle l'avait toujours fait. Ils ont supposé que l'Arabie Saoudite avait davantage besoin des États-Unis que les États-Unis de l'Arabie Saoudite et que Riyad l'absorberait. Ce raisonnement a 50 ans de retard. Il est exact en 1974. Savoir s'il tient encore en 2026 est une question complètement différente. Et la réponse dépend d'un chiffre qui brise la logique même de l'entrée de l'Arabie Saoudite dans cet arrangement. L'hypothèse est simple, l'Arabie Saoudite a besoin de la protection militaire américaine. La protection américaine s'accompagne de l'attente que l'Arabie Saoudite fixe le prix du pétrole en dollars. L'Arabie Saoudite fixe le prix du pétrole en dollars. Le dollar reste dominant. Cette chaîne paraît intacte. Mais cette chaîne a deux extrémités. Et la question que les gens ne posent pas est celle de ce que les États-Unis y gagnent aujourd'hui. Quel impératif stratégique pousse Washington à maintenir cette garantie de sécurité en 2026, avec tous ces coûts, tous ces enchevêtrements, tous ces dégâts collatéraux sur la position américaine dans la région? Les vieux arrangements peuvent survivre à bien des choses, mais ils ont tendance à souffrir quand l'un des deux camps commence à prendre son levier pour du matériel de numéro comique. La réponse d'origine, c'était le pétrole. Les États-Unis avaient besoin du pétrole du Golfe. Donc ils protégeaient le Golfe, donc le pétrole du Golfe circulait en dollars. Le problème, c'est que cette réponse d'origine a cessé d'être vraie il y a des années. Les États-Unis sont maintenant le plus grand producteur de pétrole au monde, ils sont exportateurs nets, ils n'ont plus besoin du pétrole du Golfe comme en 1974. La vraie question, donc, est de savoir ce qui tient encore cet arrangement du côté américain. Et la situation militaire actuelle de l'Arabie Saoudite rend cette question encore plus tranchante. L'Arabie Saoudite n'est pas seulement un hôte passif pour des moyens militaires américains. Elle participe activement à la défense de ces moyens contre les représailles iraniennes. Ces batteries de défense aérienne suivent et interceptent les menaces entrantes. Son commandement militaire se coordonne en temps réel avec les forces américaines. Ce n'est pas un partenariat diplomatique, c'est un enchevêtrement de combats actifs et le coût n'est pas abstrait. Chaque intercepteur patriote coûte 3 millions de dollars et le rythme des interceptions se maintient depuis des semaines. Lorsqu'un allié absorbe des conséquences cinétiques pour avoir choisi de se tenir à vos côtés, et que la réponse du chef de la nation protectrice est une plaisanterie publique sur la subordination de cet allié, le signal envoyé à tous les autres partenaires sécuritaires des États-Unis dans le monde n'a rien de subtil. Il dit le partenariat a un prix, mais la loyauté n'a aucune protection. Cela peut encore bien passer dans un extrait de rassemblement, mais les alliances se stabilisent rarement au rythme d'une mise en scène de campagne. Cette question, celle de savoir ce qui tient encore cet arrangement du côté américain, devient très inconfortable à ce stade, parce que la réponse implique ce chiffre de 2,5%.
Et une fois ce chiffre entendu dans tout son contexte, toute l'histoire de la domination financière américaine bascule. En 1971, Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Du jour au lendemain, ce qui donnait sa crédibilité au dollar, la promesse qu'on pouvait échanger un billet de papier contre une quantité fixe de métal réel a disparu. Le monde n'avait plus de raison de continuer à détenir la monnaie américaine comme actif de réserve. Et le Trésor américain faisait face à un déficit qu'il ne pouvait pas financer sans que le monde choisisse chaque jour de continuer à traiter le papier américain comme quelque chose de précieux. La solution est venue de Henry Kissinger. Dans une série de rencontres en 1974, Kissinger et le secrétaire au Trésor William Simon ont conclu un accord avec le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Les conditions étaient simples. L'Arabie Saoudite fixerait le prix de toutes ses ventes de pétrole exclusivement en dollars américains. L'Arabie Saoudite investirait ses excédents de revenus en dollars dans des bons du Trésor américain. En retour, les États-Unis vendraient des armes à l'Arabie Saoudite et garantiraient la protection militaire de la dynastie saoudienne. L'accord est resté classifié jusqu'à ce que Bloomberg News l'obtienne en 2006 au moyen d'une demande fondée sur le Freedom of Information Act. Plus de 40 ans de secret, parce que ce que Kissinger avait fait était si structurellement déterminant et si brutalement explicite dans ses termes que les deux camps ont préféré le laisser dans un coffre. Ce qu'il avait fait, c'était remplacer l'or par le pétrole. Le dollar n'avait plus besoin d'être adossé à quelque chose qu'on pouvait tenir dans la main. Il lui suffisait d'être la monnaie qu'il fallait utiliser pour garder les lumières de son économie allumée. Chaque pays a besoin d'énergie. L'énergie était tarifée en dollars, donc chaque pays avait besoin de dollars pour acheter de l'énergie, ce qui signifiait que chaque pays créait en permanence de la demande pour la monnaie américaine et pour la dette américaine. Toute l'économie mondiale est devenue un mécanisme de financement des déficits américains. Silencieusement, automatiquement, personne n'a voté là-dessus. Et cela a continué. En 1975, chaque pays de l'OPEP avait suivi l'Arabie Saoudite dans cet arrangement. Le pétrodollar était pleinement opérationnel et c'était réellement élégant. Une seule réunion secrète dans une capitale du désert a transformé une crise du dollar en 50 ans de domination financière américaine. Environ 80% des transactions pétrolières mondiales sont encore libellées en dollars aujourd'hui. Les fonds souverains du Golfe recyclent depuis des décennies les revenus pétroliers vers les bons du Trésor américain. Maintenant, le coût d'emprunt des États-Unis plus bas qu'il ne le serait autrement. À elle seule, l'Arabie Saoudite détenait 8 milliards de dollars américains en bons du Trésor en janvier 2026. C'est la surface de la machine. Ce qui compte ensuite, c'est ce qui se trouve en dessous. Les États-Unis importent 5% du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. La Chine en importe 37%. Ces deux chiffres ensemble révèlent la vraie structure. Les États-Unis ont bâti l'arrangement financier le plus sophistiqué du monde autour de la protection d'une voie maritime qu'ils n'utilisent presque jamais. Et pourtant, l'argumentaire politique continue de se comporter comme si le volume pouvait remplacer la stratégie. Les États-Unis ont des groupes aéronavals dans le Golfe Persique. Les États-Unis sont le garant de sécurité du trafic passant par Ormuz. Les États-Unis sont le rempart militaire de tout l'arrangement et la part américaine dans le pétrole qui passe réellement par ce détroit, la marchandise même que tout le système avait été conçu à l'origine pour sécuriser, est de 2,5%. La part de la Chine est de 37%. Les États-Unis sont devenus énergétiquement indépendants grâce à la révolution du schiste. Ils produisent plus de pétrole sur leur territoire que n'importe quel autre pays sur Terre. Ils n'ont pas besoin d'Ormuz, mais ils ont conservé l'engagement militaire comme si c'était encore le cas. La logique stratégique de l'accord Kissinger de 1974, du point de vue américain, nous avons besoin du pétrole du Golfe, donc nous protégeons le Golfe, donc le pétrole du Golfe circule dans notre monnaie, a été vidé de sa substance
en silence depuis des années. Le coup est resté. La justification s'est évaporée. Et c'est la partie qu'on ne dit toujours pas assez fort. La Chine, le pays qui dépend réellement d'Ormuz, qui a réellement besoin de ce pétrole, dont 37% de l'approvisionnement énergétique passe par ce goulet d'étranglement, ne paie pas pour sa sécurité. Les États-Unis, eux, paient. Les États-Unis subventionnent la sécurité énergétique de leur principal concurrent géopolitique. Et le pays pour lequel les États-Unis protègent cette route pétrolière vient de voir son prince héritier publiquement humilié par le président de la nation qui fournit cette sécurité lors d'une conférence du gouvernement saoudien lui-même. Voilà ce qui arrive quand la politique étrangère est reconditionnée en contenu de fanfaronnade. Le public applaudit, la structure s'affaiblit. C'est le court-circuit structurel que les remarques de Miami ont exposé. Pas créé, exposé. Le décalage entre ceux qui paient pour le système et ceux qui en profitent se construit depuis des années, et il y a une autre couche dans ce chiffre de 2-5% qui le rend encore plus frappant. Les États-Unis représentent encore environ 11% de la consommation mondiale de pétrole. Ils produisent plus qu'ils n'en utilisent sur leur propre territoire, mais ils importent du pétrole d'autres régions, du Canada, du Mexique, de l'Amérique latine, parce que les raffineries américaines ont été construites pour des bruts plus lourds que ceux que le schiste domestique ne produit pas toujours. Le point n'est pas de dire que les États-Unis n'utilisent pas de pétrole. Le point, c'est que le pétrole précis qui passe par ce détroit précis, celui que les groupes aéronavals américains protègent, n'a essentiellement rien à voir avec l'approvisionnement énergétique américain. Cette protection est un engagement hérité du passé. La logique stratégique d'origine a été remplacée par l'inertie et l'élan institutionnel. Et l'inertie est une chose très différente d'une raison. Trump n'a pas créé ce décalage, mais il a dit dans cette salle de bal quelque chose qui sera utilisé pendant des années dans des salles de réunion à Riyad, à Pékin et à Abu Dhabi pour justifier une décision qui était déjà en train d'être prise. La fissure dans la logique est maintenant visible et en finance mondiale, les fissures visibles vont plus vite que les fissures cachées. Le style Trump traite souvent les conséquences comme un problème pour demain, ce qui est pratique jusqu'au moment où demain arrive avec des feuilles de calcul. Un point que presque personne ne relie clairement dans la couverture financière dominante est la partie que la Chine avait déjà préparée bien avant le 27 mars 2026. La Chine n'avait rien à faire ce jour-là. La Chine avait déjà construit l'infrastructure. Elle fonctionnait déjà. Elle traitait déjà des centaines de milliards de dollars de transactions. Tout ce qu'il fallait à la Chine, c'était une raison pour que l'Arabie Saoudite commence à l'utiliser à grande échelle. Cette infrastructure s'appelle mBridge, une plateforme de règlement transfrontalier en monnaie numérique de banque centrale. Elle a été construite conjointement par la Hong Kong Monetary Authority, la Banque populaire de Chine, la Banque de Thaïlande et la Banque centrale des Émirats arabes unis. Elle permet aux participants de régler des transactions internationales en monnaie numérique sans toucher au système du dollar américain, sans toucher à SWIFT, sans utiliser aucun canal financier que Washington surveille, contrôle ou peut sanctionner. Les transactions se font sur un registre de chaînes, de blocs, sur lequel le Trésor américain n'a aucune juridiction, pas une juridiction limitée, aucune par conception. Ce n'est pas un accident. C'est le but. En juin 2024, la Banque centrale de l'Arabie Saoudite, la SAMA, est devenue un participant à part entière de mBridge, pas un observateur, un membre à part entière. Un pays ne rejoint pas un système de règlement parallèle comme membre à part entière par curiosité académique, il le rejoint parce qu'il a l'intention de l'utiliser. En novembre 2025, le volume cumulé des transactions de mBridge avait atteint 549 milliards de dollars, selon l'Atlantic Council. Le système avait traité 22 millions de dollars en 2022. En 3 ans, le volume est passé de 22 millions de dollars à 549 milliards de dollars. Ce n'est pas un programme pilote. C'est une infrastructure financière de rechange fonctionnel, à grande échelle, opérationnelle, déjà prête à prendre en charge des transactions pétrolières qui passent actuellement par le système du dollar,
Pendant que Washington polissait ses slogans, la tuyauterie de rechange était déjà en train d'être installée. Vient ensuite la couche Hormuz. Depuis le début de la campagne militaire américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février, l'Iran exerce une pression ciblée sur le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Les données de mars 2026 montrent que le Brent est passé d'environ 66 $ le baril avant la plus récente escalade à des sommets au-dessus de 120 $. Les primes d'assurance pour les pétroliers du Golfe ont bondi de 500% dans certains cas. C'est pas un coût théorique, c'est un vrai surcoût en dollars intégré à chaque baril de pétrole qui passe par le détroit dans des contrats libellés en dollars. Selon Fortune, l'Iran est en train de créer un différentiel de coûts où les cargaisons réglées en yuan circulent avec moins de friction que les cargaisons réglées en dollars. Chaque acheteur asiatique d'énergie qui regarde ce différentiel de prix fait le même calcul. Ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas de la géopolitique. C'est une simple question de mathématiques. Les cargaisons en yuan coûtent moins cher à acheminer en ce moment que les cargaisons en dollars. Dans un monde où les marges énergétiques sont faibles, ce calcul a des conséquences. Les marchés ont une habitude cruelle, ils ignorent la fanfaronnade politique et suivent la route qui coûte le moins cher. Il faut donc cartographier la structure avec soin. L'Arabie Saoudite détient simultanément les cartes suivantes. 1. Son plus grand client pétrolier en volume est la Chine, qui représente plus de 20% de toutes les exportations pétrolières saoudiennes. 2. Elle est membre à part entière d'un système de règlement qui lui permet de facturer ce pétrole en yuan sans toucher au dollar. 3. La pression exercée par l'Iran sur Hormuz produit déjà un différentiel de prix qui rend les cargaisons réglées en yuan moins chères pour les acheteurs asiatiques. 4. Ces avoirs en bons du Trésor ont chuté de 7 milliards en un seul mois, janvier 2026, avant les remarques de Miami. Le changement de direction était déjà en cours. Puis, le président américain est monté sur scène à leur propre conférence et a donné à chaque ministre saoudien des finances présents dans cette salle l'argument le plus clair possible pour accélérer ce qu'ils étaient déjà en train de faire. Il faut un talent politique bien particulier pour transformer un signal d'alerte stratégique en matériel promotionnel gratuit pour l'alternative. Le fait est que les basculements financiers souverains ne se produisent jamais lors d'une conférence de presse. Ils se produisent dans des décisions discrètes prises par des responsables du Trésor qui commencent à faire passer un pourcentage légèrement plus élevé de leurs transactions par un système déjà construit, déjà opérationnel, déjà jugé fiable. Pas d'annonce, pas de drame, juste une lente repondération des pourcentages sur 18 à 36 mois qui finit par apparaître dans les volumes de transactions de Enbridge, dans la demande aux adjudications du Trésor américain, dans l'écart entre l'or et les actifs libellés en dollars dans les portefeuilles mondiaux de réserve. Diana Choileva, économiste en chef chez Enodo Economics, a déclaré au South China Morning Post que le déclin du pétrodollar dans le Golfe n'est pas une question de savoir si, mais de savoir quand. Et ce moment arrive plus vite que la plupart ne l'imaginent. C'était avant Miami. Le moment vient de se rapprocher et ce que cela signifie pour les dollars précis, qui se trouvent dans des comptes précis, constitue la couche suivante de l'histoire. Parce que le mécanisme de transmission est réel, mesurable, et qui va directement jusqu'au taux de votre prochain prêt hypothécaire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir. Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.